Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour la 3e édition de Métro News pour la semaine. À la une de ce soir, un conseil des ministres spécial s'est tenu ce mercredi au Palais national en présence du Premier ministre Ariel Henry et de Myrlode Maniga, présidente du Haut Conseil de transition. C'est la première conférence de presse suite à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'approuver le déploiement de la mission multinationale dans le pays. Au moins 60 personnes ont été tuées ou blessées au niveau du département de l'Artibonite entre mai et juin 2023, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF se dit préoccupé par la violence des gangs armés dans ce département. Les producteurs d'œufs dominicains sollicitent une intervention urgente des autorités de leur pays afin de respecter leur engagement financier pris envers eux après la fermeture des frontières entre Haïti et la République dominicaine. Selon des économistes, 80% de leur production d'œufs et de poulets sont destinés au marché haïtien. Le budget 2023-2024 évalué à 320 milliards de gourdes a certes des intentions positives, mais le gouvernement est trop ambitieux dans l'élaboration du document en misant notamment sur des dons. Selon l'économiste Enomi Germain, il est notre invité ce soir. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, le Premier ministre Ariel Henry a présidé ce mercredi un conseil des ministres spécial au Palais national. Il a été réalisé après la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies d'approuver le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité dans le pays. Après ce Conseil des ministres, le Premier ministre Ariel Henry et la présidente du Haut Conseil de la transition, Myrlode Maniga, ont tenu, toujours au Palais national, un point de presse conjoint. La présidente du Haut Conseil de transition affirme que le gouvernement est extrêmement préoccupé par la détérioration du climat sécuritaire. Le pays ne peut plus continuer sur cette voie, souligne Mme Maniga, qui en a profité pour exprimer sa profonde tristesse par rapport aux différentes familles éparpillées dans des sites d'hébergement à raison de la violence des gangs. N'a pas assisté à une dégringolade de situation économique, sociale et surtout sociale du pays. Nous tous connaissons dans quelle situation nous vivons pour nous. Pays bloqué, ils prennent la capitale en otage, ils encerclent les il y a un pile côté qu'on n'est pas capable de passer encore. Nous connaissons tout ça passé. Des cailles qui envahissent, ils brûlent. Les gens qui ont tué, ils brûlent. Filles, petites filles, tant que mesdames, ils violé. En pile monde obligé de quitter caillou. Son bagage qui fait mal. Là finalement, on est capable de sortir de la caille. M'a regarder la rue pour moi monde, yo gen une valise. Yo gen un bagage, un sac de vous senti que c'est yo prend drap, yo mettez ça yo capable là-dedans pour yo aller. Y a marché avec un petit monde dans bras yo, un petit monde dans main yo, etc. Y a marché en bas soleil là. Y a marché là gen la pluie. Et moun sa yo demander côté yo pour aller. Qui côté yo pour aller? Yo côté yo joindre. Et effectivement, nous connaissons que bagay qui était passé après le tremblement de terre là, il recommence à passer kounia, c'est-à-dire moun yo installé yo n'importe qui côté. Il y a le cas famille, le famille. Il y a dans l'école, ce qui fait que l'école pas de cap ouvrir, leur pour yo ouvrir. Yo même dit, il y a dans des églises catholiques, protestants, yo pas fait aucune distinction à cet égard. Yo même dit permanent, il y a dans cimetière que moun yo quitte kayo pour y aller réfugier avec ti moun dans un cimetière. C'est un bagage qui fait mal en pile et en tant que citoyenne, en tant que maman petite, grande même, m'a regardé mon bagage comme ça, son bagage qui est intolérable. Et c'est ça qui expliquait situation côté nouye kounie. C'est ça qui expliquait dégringolade, comme dit, situation économique et sociale
des mounios qui ont souffert jusqu'à présent. Quand la pluie sont tombée là, je ne peux pas m'empêcher de penser. Moun qui en bas soleil, le pas en bas soleil, en bas la pluie. Qui donc nous avons une situation qui est vraiment déplorable dans le pays. Et c'est ça qui explique que l'Organisation des Nations Unies décidé donc pour prendre pareil là en main. Évidemment, nous connaissons que grand pile parole. Ça représente le pays, ça que la presse, collègues nous, excusez-moi, collègues internationaux, gens qui ont présenté Haïti, on a dit que c'est son pays, je ne connais pas. Qu'est-ce que ça a dit? Et bien, il y a des bagages qui sont vrais que vous dit. Il y a des photos qu'il a publiées qui sont vraies. Autrement dit, nous ne sommes pas capables de vexer de ce qu'il a parlé nous mal. Parce que nous mal, vraiment. Nous mal. Et nous-mêmes, presse nationale, tant que presse internationale, c'est normal pour nous dire, mais qui pays nous gagnons? Et pays ça, nous ne pouvons pas que le été comme ça. C'est pour nous faire qui choisit pour que le pays a changé. Et je crois que Haïtiens qui sont conséquents, Haïtiens patriotes, c'est penser ça que vous gagnez. Pays a mal, on accepte, mais à culpa, mais à maxima culpa, tant qu'on nous dit dans la religion catholique, c'est faute nous toutes. C'est faute nous si le Conseil de sécurité prend une résolution comme ça. C'est faute nous si la communauté internationale là. L'autre jour, je me dit, et me dit en présence de diplomates, me dire que l'on fait comparaison de ça qui a passé dans le monde, ouais, c'est des milliards de dollars qu'il a dépensé pour Ukraine. Mais Ukraine loin, c'est vrai. Mais et nous-mêmes, si on était bon, on t'écraser dans ça, et que te permettre nous-mêmes, avec bras nous, avec compétences nous, avec techniciens nous, pour nous prendre situation à la base, pour essayer de faire qui change pour le pays, on t'écrase dans millions ça, t'as aidé nous pour nous remettre le pays en place, pour nous commencer. Il y a eu un conseil des ministres spécial qui s'est tenu ce mercredi au Palais national. Après ce conseil des ministres, un point de presse a été donné par le Premier ministre Ariel Henry conjointement avec la présidente du Haut Conseil de transition, Mme Mirlande Maniga. Et pour avoir une idée de ce qui a été dit lors de ce point de presse, nous avons sur le plateau de Metro News notre collaborateur Rodolphe. Pierre-Louis, bonsoir. Bonsoir Rose Berlin, bonsoir à toutes et à tous. Alors la première chose, quel a été l'objectif de cette conférence de presse? Eh bien, c'est la question intéressante, mais apparemment qui reste pendante parce que on sait que ce point de presse s'est tenu lorsque le Conseil des Nations Unies a finalement accepté que une force multinationale débarque en Haïti. Donc, il y a eu ce conseil aujourd'hui au Palais national. Il y a eu le Premier ministre, d'autres membres du gouvernement et également les membres du Haut Conseil de transition, la présidente notamment Mme Mirlande Maniga. Donc, c'est après la décision du Conseil des Nations Unies que s'est tenu aujourd'hui le Conseil des ministres. Donc, tout ce qu'on peut retenir, c'est cette information. Mais en ce qui concerne l'objectif de l'activité, c'est une question qui reste pendante. Notamment, les travailleurs de presse se sont posé la même question. Quel a été réellement l'objectif? Parce que le Premier ministre, d'abord, il a introduit Mme Maniga. Il a dit qu'il y a déjà 1 an, depuis qu'Haïti demande au Conseil des Nations Unies une force multinationale en vue de lutter contre les groupes armés. Et aujourd'hui, eh bien, le Conseil a finalement répondu. Donc là, il y a eu ce Conseil des ministres. Il y a Mme Mirlande Maniga qui lui-même beaucoup côté parler ensemble avec nous pour capable dire nous qui ça qui sorti dans le Conseil des ministres là. Donc quand Mme Mirlande Maniga arrive en tant que présidente du Haut Conseil de transition, elle a dit bon, moi-même par connais que d'après le parler, mais c'est ce qu'elle a dit clairement. Ce n'était pas ses premiers mots. Mais après, les filles fait une introduction par rapport au Conseil des ministres qui s'est tenu. Elle a dit bon, yo m'a parlé, donc m'a dit ça me pensait. Là maintenant, elle a pris le temps de dresser un tableau vis-à-vis
de l'insécurité qui sévit dans le pays. D'abord, il parlait de monde qui est en battant parce que ils chassé la caillou par des groupes armés. Il parlait de zones bola caillou qui barricades qui tentent opposées par population ou des groupes armés. Il parlait de un paquet de monde là qui tomber dans une situation difficile que yoyé. Et finalement, elle a exprimé sa profonde tristesse par rapport à la situation dans laquelle se trouve le pays. Et elle espère qu'une prochaine fois qu'elle aura à prendre la parole, que ce ne sera pas en ces circonstances de tristesse pour s'adresser à la population. Donc finalement, on s'est posé la question, quel a été réellement l'objectif de cette conférence de presse, autrement dit de ce point de presse? Alors, vous nous dites que nous sommes d'accord que c'est la première conférence de presse suite à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'approuver le déploiement d'une force multinationale en Haïti. On s'attendait quand même à ce qu'il y ait des réactions suite à cette décision. Est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction suite à cette décision? Est-ce que le gouvernement a dit c'est quelque chose qu'il attendait et qui est en fait là? Est-ce qu'il n'y a pas eu de commentaires sur la décision même? Le commentaire, c'est du côté du Premier ministre Ariel Henry qui a dit que le Conseil des ministres s'est tenu pour montrer comment le gouvernement accueille cette disposition du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais autrement dit, eh bien, il n'a pas donné de détails. Maintenant, on s'attendait à ce que Mme Mirlande Maniga donne des détails par rapport à ce Conseil, parce que le Premier ministre a dit clairement, n'a passé Mme Maniga qui lui-même pral dit nous, ça qui sortit dans le Conseil là. Donc, on s'attendait à ce que Mme Mirlande Maniga explique correctement à la presse ce qui a été dit dans le Conseil des ministres. Mais ce n'était pas le cas. Elle a dressé un tableau vis-à-vis de la situation d'insécurité. Et après, bon, là maintenant, il y a du côté des travailleurs de presse et certains observateurs qui se sont posés des questions, à savoir... C'est pour la première fois que, selon eux, le Premier ministre Ariel Henry a pris la parole au Palais national. On allait justement en venir. Et c'est pour la première fois que, selon eux, ce Conseil des ministres s'est tenu également au Palais national avec la présence de la présidente du Haut Conseil de transition. Maintenant, la question que ces observateurs se posent, c'est pourquoi c'est en ce moment, c'est-à-dire après que Nations Unies, les mêmes fin prend décision pour dire que les accepter, les approuver une force multinationale, et puis immédiatement, le gouvernement lui-même les prend décision pour le bailler un point de presse exactement dans le Palais national. Donc c'est pour certains observateurs, c'est une interrogation qui reste pendante et pour d'autres, c'est une drôle de coïncidence. Est-ce qu'on peut parler de manque de coordination? Parce que visiblement, il me semble que ce n'était pas une conférence qui a été bien planifiée, ou du moins selon certains journalistes, le Premier ministre Ariel Henry avait reçu un appel. Est-ce qu'on pourrait dire que cet appel a été l'élément qui l'a totalement déstabilisé, ou du moins on peut tout simplement dire qu'il s'agit d'un manque de coordination? Dans un premier temps, l'impression, selon les constats, on a l'impression que l'intervention du Premier ministre, ça laisse à désirer parce qu'il y a des observateurs, selon les constats, qui se disent mais est-ce que réellement c'est le discours que le Premier ministre, c'est l'intervention que le Premier ministre a pris le temps de préparer? Est-ce que réellement c'est ce qu'il allait dire à la population haïtienne? Donc là, on se pose cette question. Et même avant son intervention, il y en a qui se sont demandé mais est-ce qu'il y a eu par exemple un changement de discours? Est-ce qu'il y a eu par rapport à ce qui a été dit dans le Conseil des ministres un changement de paradigme? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'impression, la tendance laisse croire que à la dernière minute, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et du côté de Mme Mirlande Maniga également, il y a cette impression parce que le discours de Mme Maniga qui dit publiquement, un, pas de connaître que je n'ai pas parlé. Elle ne s'y attendait pas. Et deux, m'a dit ça me passait. Donc là maintenant, d'autres se posent des questions en ce qui concerne Mme Mirlande Maniga qui commence avec ces mots. Donc là, on a tendance à analyser, à se questionner là-dessus. Est-ce que réellement c'est le discours que Mme Mirlande Maniga a préparé pour s'adresser à la presse? Donc quelque part, il y en a qui se questionnent et même pour
la première personne qui a pris la parole, c'est un membre de la primature. Donc, il a dit pour ce point de presse. Là maintenant, même du côté du gouvernement, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont étonnés parce que on se demande est-ce que c'était réellement un point de presse ou une conférence de presse qui a été prévue. D'autre part, maintenant, si on fait des analyses en ce qui concerne le Palais national, il y a également d'autres questions parce que là, au moins, toujours selon les impressions, dans la salle où l'on était, par exemple, on nous a donné rendez-vous à midi, on a convoqué la presse à midi. Vers 11h30, on a remarqué que le cortège du Premier ministre a fait son entrée. Donc là maintenant, les membres de la presse se sont dit rapidement, eh bien, si le Premier ministre arrive 30 minutes avant l'heure, c'est sûr qu'on va commencer exactement à midi. Pourtant, on a passé plus que 2 heures à attendre le Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, avant cette activité de presse, un conseil des ministres. Mais dans la salle, eh bien, journalistes ont plaigné parce que salle là, il manquait climatisé, 2, quelques insectes qui a nuit monde de temps en temps. Donc, on a l'impression que c'est un endroit, c'est une salle que yo pas attendre que réellement tu as une activité. Donc, c'est au moment de l'activité qu'on a eu le temps de faire une courte préparation, d'appeler quelques membres qui travaillent au Palais national pour venir arranger, faire certains arrangements dans la salle. Vous nous décrivez l'environnement du Palais national. Exactement, exactement. Donc, c'est ça la tendance, c'est ça le constat. Donc, cet après-midi, réellement, après la conférence de presse, des travailleurs, des confrères journalistes se sont réunis pour se dire oui, il y a eu un conseil des ministres, le Premier ministre et la présidente du Haut Conseil de transition, les deux se sont adressés à la presse va divulguer l'information, mais au final, l'objectif clair et précis de cette activité, c'est quoi? Et c'est sûr que vous, en tant que travailleur de presse, vous n'avez toujours pas cette réponse, malheureusement. Jusqu'à présent, on essaie d'analyser, de comprendre, mais ce qui attire l'attention, selon nombreux d'entre nous, c'est qu'il y a eu cette activité, ce point de presse, après que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait pris cette décision, et c'est pour la première fois que le Premier ministre Ariel Henry s'est tenu au Palais national suite à cette décision pour s'adresser à la presse en vue de prouver, en vue de dire exactement comment le gouvernement accueille cette disposition adoptée par le Conseil de sécurité. Et pour finir, en ce qui a trait au dispositif sécuritaire, comment c'était? Est-ce que c'était un environnement très sécurisé, hautement sécurisé même? Eh bien, nous parlons du Palais national. Donc là maintenant, on peut faire, si on veut faire une petite comparaison, il n'y a pas de président, le Palais national est là, l'espace est toujours là, il y a les agents du Palais national, ceux qui sont affectés au Palais national, USGPN, qui sont toujours là, oui, mais ce n'est pas comme à l'ordinaire, quand il y a un président, il va y avoir une conférence de presse, eh bien, le niveau de dispositif est impressionnant. Donc là, on n'affirme pas le contraire, mais quand il y a un président, donc c'est beaucoup plus de taille. Merci à vous, Rodolphe Pierre-Louis. Vous êtes notre collaborateur et vous étiez en train de nous parler de cette conférence de presse spéciale qui s'est tenue ce mercredi au Palais national. Un plaisir. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance se dit préoccupé par la violence des gangs armés dans la vallée de l'Artibonite. Ces actions malveillantes affectent profondément la principale région rizicole du pays, terrorisant les familles et détruisant leurs moyens de subsistance dans un contexte de faim, de malnutrition et d'épidémie de choléra. Selon l'UNICEF, les derniers chiffres disponibles montrent qu'entre mai et juin 2023, au moins 60 personnes ont été tuées ou blessées au cours d'affrontements entre groupes armés pour le contrôle de territoires et de ressources, contre 4 au cours de la même période l'an passé. Près de la moitié des 298 enlèvements recensés à travers le pays au cours de cette période ont eu lieu dans le bas Artibonite, impliquant principalement des civils voyageant dans les transports publics. Le Conseil national de la société civile haïtienne lance une mise en garde par rapport à la construction du canal sur la rivière Massacre.
L'initiative prise par les paysans de Ouanamet peut permettre au pays d'affirmer son autonomie vis-à-vis de la République voisine, mais cette décision peut tourner contre le pays si l'État ne prend pas les choses en main, estime Domègue Orgelat. De plus, Haïti ne pourra tirer pleinement des avantages de la situation sans un climat sain et rassurant. Les œufs commencent à pourrir dans les fermes dominicaines après la décision du président Luis Abinader de fermer totalement ses frontières avec Haïti le 15 septembre dernier. Selon les données présentées par le leader du secteur avicole, le pays produit 280 millions d'œufs par mois, dont 56 millions, soit 20%, vont au marché haïtien. Le président de l'Association nationale des producteurs d'œufs de la République dominicaine, Manuel Escaño, sollicite une intervention urgente des autorités afin de respecter leur engagement financier, rappelant que 80% de leur production d'œufs et de poulets sont destinés au marché haïtien. Nous avons avec nous l'économiste Enomi Germain, avec qui nous allons parler du budget 2023-2024 qui a été approuvé le 28 septembre dernier par le Conseil des ministres. En quoi consiste ce budget? Quelles sont les préoccupations? Pour parler de tout ça et pour mieux comprendre, nous avons avec nous l'économiste Enomi Germain. Bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir, le plaisir c'est pour moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter brièvement ce budget? En quoi consiste ce budget? Il s'agit d'abord et avant tout d'un budget de 320,64 milliards de goudes. Ce budget représente, si vous voulez, une augmentation que j'appelle nominale de 19,9% par rapport au budget de l'année dernière qui était de 267,5 milliards de goudes. Il faut dire que le budget sera financé d'abord par les ressources domestiques à hauteur de 192,8 milliards de goudes. Deuxièmement, par les dons, environ 70 milliards de goudes. Et finalement, par ce qu'on appelle le financement interne et externe d'environ 57 milliards de goudes. Mais rapidement, comme vous parlez de présentation, je dois vous dire les postes les plus importants de ce budget, ce que j'appelle en général les parts de lion du budget, c'est-à-dire les 5 postes les plus importants de ce budget. Le premier poste, c'est le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, qui est le plus important dans ce budget, qui a un budget de 41,8 milliards de goudes. C'est le poste le plus important. Et ce ministère pèse environ 13% du budget national. Et le deuxième poste important, c'est la dette publique, c'est-à-dire que l'État a été cob et maintenant la promet justement et coblité doué pratiquement. C'est ce qu'on appelle le service de la dette. Mais le troisième poste le plus important, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui pesait environ 10% de ce budget, 10,3%. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, 10,1%. Et finalement, vous pouvez dire qu'il y a les interventions publiques et en 6e position, on pourrait souligner le ministère des Affaires sociales et du travail en quelque sorte. Maintenant, vous me dites en quoi consistent les préoccupations dans ce budget. Je dois vous dire que j'identifie ce que j'appelle des intentions positives du gouvernement dans ce budget et tout comme j'ai des préoccupations par rapport au budget. Si vous voulez rapidement, intention positive du gouvernement, c'est que ce budget, c'est un budget infrastructurel. Il ne faut pas oublier que le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, c'est le bras infrastructurel de l'État qui doit mettre en place un ensemble d'infrastructures de travaux publics, de transport, de communication, d'eau potable et d'énergie. En général, en Haïti, ce qu'on constate, c'est que quand le BTP, c'est ce qu'on appelle bâtiment, transport public, va, pratiquement tout va. C'est un député français qui a dit que quand le bâtiment va, tout va. Donc, si on est dans la logique du MTPTC, c'est-à-dire que ça pourrait en quelque sorte favoriser un certain dynamisme au niveau de l'économie. Maintenant, le deuxième point important que j'appelle l'intention positive au niveau de ce budget, c'est que ce budget-là est majoritairement financé par les ressources domestiques, c'est-à-dire à travers la DGI et la douane. Les ressources domestiques vont participer au financement du budget à environ 60%, 192,8 milliards de gouttes. Ça, c'est une chose extrêmement importante
importante. Troisième intention positive du gouvernement, c'est en matière de financement monétaire. Financement monétaire, à maintes reprises, on discute des répercussions justement de cette pratique parce qu'à chaque fois qu'il y a du financement monétaire, c'est une opportunité d'augmentation de l'inflation et de perte de valeur de la goutte par rapport au dollar américain. Eh bien, le gouvernement entend faire passer le financement monétaire d'environ 30 milliards de gouttes à 24 milliards de gouttes. Nous pensons que c'est une chose intéressante. Quatrième, avant le cinquième élément, évidemment, c'est que par rapport à l'année dernière, on trouve qu'il y a une augmentation assez conséquente des investissements. Les investissements sont fondamentaux pour le développement économique. S'il n'y a pas d'investissement, vous ne pouvez pas parler de croissance économique. Eh bien, le gouvernement a augmenté le budget de l'investissement ou le budget pour programmes et projets d'environ 48%. Et cinquième et dernière intention positive qu'on va souligner avant de souligner les préoccupations, c'est que au niveau de ce budget, justement, on constate que les entreprises publiques, c'est-à-dire ONA, OAVCT, APN, etc., l'année dernière, il était prévu que ces institutions donnent à l'État, attendez bien, uniquement 200 millions de gouttes. Cette année, on est passé à 2 milliards de gouttes, c'est-à-dire une augmentation de 900%. Donc, je crois que c'est une chose extrêmement importante en termes d'intention positive. Préoccupation, vous voulez rapidement? Première préoccupation, je crois que le gouvernement est quand même trop ambitieux parce que c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau national. C'est que, il y a un nouveau code fiscal, deux, il y a un nouveau code douanier, mais le problème, c'est que quand le gouvernement dit qu'il va mobiliser 70 milliards de gouttes à travers les dons, je ne suis pas tout à fait optimiste. Pour une raison fondamentale, c'est que l'année dernière, c'est-à-dire exercice 2022-2023, au 30 juin 2023, est-ce qu'on connaît montant don qui était encaissé par l'État, c'est zéro. Donc l'année dernière, c'était zéro. Il y avait une prévision de 40 milliards de gouttes, alors qu'au 30 juin, c'était zéro d'après un rapport que l'on appelle Tirada du ministère de l'économie et des finances. Mais année ça, l'État, lorsqu'il fait zéro au 30 juin de l'année dernière, mais le 10 année ça, il a fait 70 milliards de gouttes. Donc, il n'a pas fait 40, mais qu'il a fait 70. Donc, pour moi-même, je trouve que le gouvernement est beaucoup trop ambitieux. Deuxième préoccupation par rapport à ce budget, ça concerne la dette publique. Moi, je pense que la dette publique, lui représenter un gros fardeau pour les finances publiques. Parce qu'on a parlé de dette qui pas créer moyen pour le payer dette libre. Mais voilà que, je dis, l'État a une dette là pour rembourser. Ce n'est pas que dette son problème, non, mais c'est que faut dette là, tu créer moyen justement pour le financer dette libre. Or, ce n'est pas le cas en Haïti. La dette là, elle pose un problème. Il fait que l'argent l'État a qu'à utiliser pour renforcer l'économie, pour le faire l'autre bagage, il est obligé à payer dette à clé. C'est-à-dire, il y a un coût d'opportunité lié au service de la dette. Ce n'est pas que dette son problème, mais l'on a un budget. Ces services de la dette, qui c'est le deuxième poste qui est important, c'est une préoccupation majeure et c'est ma préoccupation. Troisième préoccupation avec ce budget, c'est que c'est vrai que le gouvernement, il fait effort, il a un budget, l'inscrit dans un cadre pluriannuel, c'est-à-dire sur le budget, ça va avoir des prévisions pour l'année, ça gagne jusqu'à 2026. Mais ce n'est pas sa loi amendée. La loi que l'on appelle la loi sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances, que l'on appelle la loi du 4 mai 2016, l'ELF, il prévoit pour nous un budget programme. En Haïti, nous n'avons pas de budget de dépenses, ces dépenses n'a pas fait, nous n'avons pas des programmes. C'est pour ça, en général, nous n'avons pas de résultats qui sont favorables à l'économie, c'est-à-dire de résultats en termes structurels. Donc, nous pensons que il y a une nécessité aujourd'hui pour nous passer dans le budget ça que les budgets programmes. Et dernière préoccupation pour me quitter évidemment me poser question, liée à les interventions publiques. L'intervention publique en Haïti, c'est toujours un poste qui t'a bien ventilé et que l'IBAI possibilité pour que des pratiques de corruption faites là-dedans. L'État, il fait fort dans le budget pour que il dit mais comment il a ventilé d'abord ventilation en termes il dit il a financé et il a supporté fonds de pension, autres institutions et autres interventions publiques. C'est tellement pas clair que finalement, ouais, c'est une chambre pour la corruption. Donc, moi-même, voilà l'ensemble des préoccupations que je gagne, même si nous avons regardé des questions de sécurité, des questions qui sont liées à l'agriculture. OK, merci pour cette présentation. Mais premièrement, la première chose, vous nous dites que la plus grande partie est allouée aux infrastructures, alors que nous savons que nous sommes dans une situation de crise sécuritaire. Est-ce que, selon vous, ce budget aborde réellement les principaux défis, que ce soit les défis économiques ou sociaux auxquels le pays est confronté? Voilà, la première question, la question sécuritaire. Moi, pas quoi du tout que ce budget accorde de la priorité à la sécurité. Même si, dans la lettre de cadrage du gouvernement, on mentionne la sécurité comme étant un objectif, mais en tout cas, ce n'est pas noté dans le budget. D'ailleurs, il y a un indicateur, c'est le budget de la PNH. Le budget de la PNH a augmenté de seulement 13%.
Seulement 13% lorsque le budget a augmenté d'environ 20%, surtout 19,9%. Donc, augmentation budget PNH là, pas même suivre augmentation budget global là. Et pas oublier, l'année dernière, on avait un problème d'effectifs, problème de moyens, etc. Donc, cette année, si vous voulez répondre à la lacune, ça il faut un budget beaucoup plus conséquent qui est accordé à la PNH. C'est-à-dire l'allocation à la police nationale d'Haïti, même au service de renseignement dans le budget, il est très, très insuffisant pour laisser me croire que le gouvernement veut aborder de par lui-même des problèmes de sécurité. Il a posé des actions quelque part d'autre. Peut-être que le gouvernement, la cherché force internationale qui a approuvé pour payer, même budget a pas montré que la sécurité c'est une préoccupation. Ça c'est un. Deuxièmement, les questions sociales. L'année dernière, c'était donc pour la première fois dans l'histoire budgétaire paysane que le ministère des Affaires sociales, c'était donc le premier ministère qui était, en tout cas, ministère qui était plus, et en tout cas, l'enveloppe la plus importante qui était allouée à elle. Mais aujourd'hui, justement, le ministère des Affaires sociales est toujours sixième poste qui est important dans le budget. Mais attention, c'est que l'année dernière, nous rendons compte que nous pas les résultats de ce ministère. C'est-à-dire que sur le plan social, la situation est aggravée, notamment les sécurités alimentaires. Les budgets ont été adoptés par le en mai de l'année dernière et à l'époque, nous avons environ 48% de gens qui sont en situation de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous avons 49%. Donc, c'est-à-dire que la situation n'a pas aggravé. Nous n'avons pas de résultats. Donc, nous pensons que même si il y a allocation, nous attendons de bons gens programmes qui pour dire que le gouvernement véritablement lui accordé importance à ce secteur social. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des programmes et programmes ça faut clair en matière de résultats. Autre chose, il y a le trésor public. On dit trésor public là, c'est lui-même que y attend, y aura des financements pour budget ça. Donc, et aujourd'hui, nous connaissons qu'avec la question sécuritaire notamment, est-ce que dans le budget, le gouvernement il prévoit des chocs, les chocs économiques, donc suite avec tout problème sécurité? En général, et dans simulation le gouvernement a fait pour le budget, il a anticipé le problème. C'est pour ça, en pile fois, il y a des objectifs qui sont très importants. Par exemple, dans le budget, ça, ou bien l'aide de cadrage budget, ou après que le gouvernement a un gros objectif de croissance, il a 0,7%. Possiblement, c'est en raison des contraintes internes qui gagnent. Donc, ce n'est pas clairement mentionné et ce n'est pas le rôle du document du budget, ce qu'on appelle le budget général, pour qu'il mentionne au même cadeau que dans l'aide de cadrage, là, effectivement, le gouvernement solide que l'économie a continué à faire les frais dans une situation d'insécurité délétère. Et tout à l'heure également, tu as soulevé un point qui c'est question en point avec Donyo et côté que le gouvernement limisé sous près de 70 milliards de gouttes qui a venu de un point avec Don Sayo. Et tu prends le temps tout pour te préciser pour nous que l'année dernière, malheureusement, c'était zéro. Donc, je dis en retourner avec cette question d'un point et de don et miser 70 milliards de gouttes sur ces points-là. Est-ce que ce n'est pas un risque que le gouvernement encourt? Est-ce que ce n'est pas un risque que le gouvernement prend? Effectivement, les prévisions de dons dans ce budget, c'est autour de 70 milliards de gouttes. Alors que financement, l'autre financement interne et externe, c'est autour de 57 milliards de gouttes. Donc, dons pour contre lui, c'est les 70 là. Maintenant, nous pensons qu'effectivement, c'est que l'ambition gouvernement est trop important parce que ça crée. Les dons ne dépendent pas et forcément de où. C'est des institutions, c'est des pays à capacité de financement qui financent. C'est vrai qu'on a fait des efforts pour aller chercher, mais ça ne dépend pas de toi. Donc, miser à un tel niveau sur les dons, c'est une préoccupation pour moi. Et bien dit tout à l'heure, c'est que j'ai trouvé que le gouvernement est beaucoup trop ambitieux en matière de dons. Le risque qu'il y a à ce c'est que sous les prévisions de dons ça qui fait budget gonflé, si ça arrivait que vous dépensez dans le sens de ton budget sont pas gardés sur entrée, ou bien risque pour faire un gros déficit budgétaire qui finalement a financé par la Banque centrale et à l'aide de la politique monétaire. Donc ça a posé problème véritablement. Et puis autre chose, pour nous finir, nous connaissons qu'il y a les dépenses projetées hors amortissement de la dette qui sont à l'ordre de 238,21 milliards de gourdes, soit une hausse de 19,51%. Pour un pile monde, c'est que du chinois. En termes plus simples, si nous ne pas utiliser jargon économique, qui sont capables, qui ça signifie pour tout le monde qui a entendu. Alors, pour la question d'aide, voilà ce qu'il faut comprendre. C'est que l'État est doué au niveau interne, il est doué au niveau externe. C'est-à-dire, la dette a deux composantes. La composante interne veut dire que il doit banque centrale, il doit banque commerciale, il doit entreprise publique, tout en il doit prêter dans le il doit prêter dans le AVCT, donc le gouvernement est capable de prêter.
Gouvernement, ça quand même gouvernement doit retrouver, soit acheter ça au relais et les bons du trésor, parce que les bons du trésor, c'est des instruments financiers. Depuis l'année dernière, ils ont été popularisés. Donc, ou même ménage, ou t'as qu'à acheter. Donc, les gouvernements jouent tout comme ça au niveau interne, à l'aide de bons du trésor, ou bien l'autre mécanisme, ils ont ça la dette interne. Maintenant, la dette externe, c'est lorsque le gouvernement prête dans un pays. Ça veut dire dette bilatérale, il doit prêter dans mais bon, c'est le cas ces derniers moments dans Taïwan, c'est dette bilatérale, dans Venezuela, c'est bilatéral, mais dette multilatérale là justement, c'est lorsque le gouvernement prête dans des organismes internationaux, tant pour la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Maintenant, le gouvernement dit que s'il a payé telle partie de dette et que non rembourse, alors pas oublier les gouvernements a payé, il paye deux bagailles. Il paye un, ça veut amortissement. Amortissement sont partis dans le moment l'argent. D'accord, ça veut dire 10 gouttes chaque année, ou gagne pour bailler 2 gouttes là-dedans. Mais maintenant, on peut payer l'intérêt. L'intérêt, c'est-à-dire que vous avez 10 gouttes là, on tourne 5%. Donc, le gouvernement paye à la fois et amortissement et intérêt. Deux, ça va former le service de la dette. Donc, quand il n'y a pas le gouvernement de la payer dette, justement, c'est deux, ça va justement la payer. Il y a doit dire la payer l'un ou l'autre, mais combien de montant à payer. C'est-à-dire, si en quelque sorte, il y a essayé et on va dire, et détailler ce que le gouvernement paye. Alors, quelles sont vos observations, du moins vos conclusions par rapport à ce budget pour finir cette interview? Écoutez, je crois qu'il y a des efforts qui sont faits dans le budget et il y en a, on dit ça déjà, il y en a une innovation institutionnelle qui fait depuis l'année dernière, c'est que le budget est plus ou moins inscrit dans une dynamique pluriannuelle. Je crois que ça, c'est une bonne chose pratiquement. Mais je crois qu'il y a possibilité de faire mieux, notamment le gouvernement doit avancer vers le budget programme parce que c'est véritablement le budget programme qui peut sortir de cette logique qui consistait à faire de dépenses budgétaires qui pas utiles véritablement à l'activité économique ou bien justement qui pas bail lieu à des programmes qui ont de rendement probant pour l'économie haïtienne. Merci à l'économiste Enomi Germain. Avec lui, nous avions parlé du budget 2023-2024 qui a été adopté le 28 septembre dernier par le Conseil des ministres. Nous sommes au terme de Metro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité de ce soir. Un conseil des ministres spécial s'est tenu ce mercredi au Palais national en présence du Premier ministre Ariel Henry et de Myrlod Maniga, président du Haut Conseil de transition. C'est la première conférence de presse suite à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'approuver le déploiement de la mission multinationale dans le pays. Au moins 60 personnes ont été tuées ou blessées au niveau du département de l'Artibonite entre mai et juin 2023. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF se dit préoccupé par la violence des gangs armés dans ce département. Les producteurs d'œufs dominicains sollicitent une intervention urgente des autorités de leur pays afin de respecter leur engagement financier pris envers eux après la fermeture des frontières entre Haïti et la République dominicaine. Selon des économistes, 80% de leur production d'œufs et de poulets sont destinés au marché haïtien. Et puis le budget 2023-2024 évalué à 320 milliards de gourdes a certes des intentions positives, mais le gouvernement est trop ambitieux dans l'élaboration du document en misant notamment sur des dons. Selon l'économiste Enomi Germain, il était notre invité ce soir à Metro News. C'est la fin de Metro News, merci de votre attention. Restez sur la chaîne 52 pour la suite de la programmation. Bonsoir.